Le développement d'applications dynamiques et interactives passe par l'écoute et le traitement des actions de l'utilisateur. Les actions de l'utilisateur sont interprétées par le navigateur sous forme d'événements. Dans cette partie, nous verrons comment attacher un gestionnaire d'événements, c'est-à-dire un event handler, à un élément du DOM et comment enlever un gestionnaire d'événements existant. Nous aborderons également les notions de bubbling, c'est-à-dire la propagation, et de capture. Comme prérequis pour suivre cette vidéo, vous devez avoir une bonne connaissance en programmation orientée événements. Si ce n'est pas le cas, je vous recommande de regarder la vidéo de la série sur le JavaScript qui traite de ce sujet. Je mettrai donc en description de cette vidéo le lien vers cette vidéo. Nous utiliserons donc les connaissances déjà acquises en programmation orientée événements. Pour ajouter un gestionnaire d'événements à un élément, on utilise la méthode addEventListener. Et pour supprimer un gestionnaire d'événements existant sur un élément, on utilise la méthode removeEventListener. Il faut noter que ces deux méthodes ont des signatures qui se ressemblent. Bref, les mêmes signatures. Si nous prenons la méthode addEventListener qui permet d'ajouter un gestionnaire d'événements sur un élément du DOM, sa signature se présente comme suit. Donc cette méthode prend trois paramètres, dont la première représente le type de l'événement que nous souhaitons écouter et qui représente une chaîne de caractères correspondant à l'événement en question. Donc comme exemple de valeur, nous pouvons avoir le click, le blur, le key down, le key up, etc. Le deuxième paramètre de cette méthode est un listener, c'est-à-dire une fonction qui est un callback dans ce cas, qui sera appelée à chaque fois que l'événement se produit. Et cette fonction est appelée avec un paramètre représentant l'événement en question. Donc, ce paramètre du callback va contenir des détails sur l'événement qui vient de se produire. Et cette fonction ne retourne pas de valeur. Le troisième paramètre qui est optionnel représente les options sur comment l'événement sera traité par le listener. Donc, il s'agit d'un objet qui dispose de certaines propriétés, à savoir la capture qui permet d'indiquer si nous voulons capturer l'événement ou si nous voulons procéder à une propagation. Donc nous verrons par la suite ce que ça veut dire. Et nous avons un paramètre qui est once, qui permet d'indiquer si nous voulons gérer, si nous voulons appeler le gestionnaire d'événements une seule fois ou pas. Donc si cette valeur, cet attribut qui est en booléen prend la valeur true, cela veut dire que lorsque l'événement indiqué ici va se produire, le listener que nous avons spécifié sera appelé une seule fois et puis c'est bon. Mais si nous mettons ceci à false, ça veut dire que le listener sera appelé chaque fois que l'événement se produit. Donc la valeur par défaut ici c'est false pour cet attribut. Pour voir à quoi ressemble l'ajout d'événements et sa suppression dans la pratique, j'ai mis en place ici un petit projet de test. Donc il s'agit ici d'une simple page dotée d'un champ de saisie et d'un bouton. Donc ce que nous allons faire ici, nous allons juste utiliser ce bouton et lorsque l'utilisateur va cliquer sur le bouton, nous allons afficher la valeur que l'utilisateur a saisie dans le formulaire. Donc pour faire cela, ici j'ai déjà lié un fichier JavaScript à la page. Il s'agit du fichier index.js que nous avons juste là. Donc si nous ouvrons ce contenu, ça se présente comme suit. Donc là, nous avons déjà sélectionné les différents éléments dont nous aurons besoin sur la page, à savoir le formulaire, qui représente le formulaire que nous avons ici. Nous avons le champ représentant le nom de l'utilisateur, le bouton de soumission, et enfin un paragraphe qui se trouve sur cette page. Donc, nous allons utiliser ça pour la pratique. Donc ce que nous allons faire dans un premier temps ici, nous allons prendre juste notre bouton ici et lui ajouter un gestionnaire d'événements. Donc on va faire addEventListener, on va dire que lorsque l'utilisateur va cliquer sur ce bouton, donc ici au addEventListener, on passe comme premier paramètre le type. Donc dans notre cas, on dit qu'on veut écouter le clic sur le bouton. Ensuite, on précise notre event listener. Donc l'event listener ici peut prendre comme premier paramètre un événement. Donc si nous voulons, nous pourrons afficher par exemple les détails sur l'événement si nous le souhaitons. Et nous avons également les options qui nous permettent d'indiquer si nous voulons faire une capture, si on veut déclencher l'événement une seule fois ou pas. Donc dans un premier temps, nous allons faire ceci, même si c'est la valeur par défaut. Et nous allons indiquer ici que nous voulons juste afficher à chaque fois que l'utilisateur clique sur le bouton la valeur qui est renseignée ici dans notre formulaire. Donc là, je vais juste venir là.
nom de l'utilisateur de type test. Ok. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre le username ici. Donc je vais récupérer sa valeur, donc il s'agit du value dans ce cas, et juste l'afficher à chaque fois que l'utilisateur clique sur ce bouton. Donc on va faire ceci. Donc on va retourner dans notre navigateur, voir ce que ça donne. Donc je reste ici, je tape une valeur, je fais Submit. On voit que le formulaire est soumis. Pourquoi? Parce que par défaut, c'est le comportement d'un formulaire classique. Donc lorsque nous avons un bouton dans un formulaire et que nous cliquons sur ce bouton, le bouton procède à la soumission de ce formulaire, c'est-à-dire qu'il envoie le formulaire vers un serveur donné. Mais vu ici que nous n'avons rien précisé comme paramètre au niveau du formulaire pour faire cette action, donc du coup cela nous ramène sur la même page en question, mais en faisant le refresh de la page. Mais c'est pas le comportement souhaité. Donc du coup là je retourne juste là. Ce que nous allons faire ici, je vais changer le type ici pour dire que je veux un bouton qui est type button pour éviter ce comportement par défaut. Donc nous allons revenir plus tard sur comment désactiver le comportement par défaut d'un élément. Donc là j'actualise la page, je refais le test. Là j'ai le test qui a disparu sur le bouton, je sais pas pourquoi. Ah, j'ai fait une erreur ici, c'est type... Oui, je devais utiliser un simple bouton ici, donc du coup je vais juste simplement désactiver ceci. Je le mets en commentaire, je crée un simple bouton ici. Je vais dire que le type c'est button. Et je vais mettre ici Submit. Donc je lui donne cet ID pour que le bouton soit toujours sélectionné en utilisant l'ID que nous avons utilisé ici. Donc là je reprends. Donc j'actualise ma page. Donc je tape ici un test. Je fais soumettre et on voit que le test est affiché dans la console. Donc je peux modifier le test ici. Si je fais Submit, on voit que le test que j'ai saisi ici est bien affiché dans la console. Donc là, on vient d'ajouter un gestionnaire d'événements. Et là, pour contrôler par exemple le fait que nous voulons déclencher l'événement une seule fois, donc on peut mettre ce paramètre à true. Donc en procédant ainsi, si je reviens là, j'actualise ma page et que je remplis enfin, cette fois-ci le test, que je fais un Submit, vu que nous avons précisé ici que nous voulons que le gestionnaire d'événements soit pris en compte seulement une fois, c'est-à-dire once. Du coup, lorsque je vais faire le Submit, après avoir fait cette action, le gestionnaire sera automatiquement déconnecté de l'écoute de l'événement. Ce qui fait que si après je fais un autre Submit, on voit bien que la valeur n'est plus affichée ici. Pourquoi? Parce que le gestionnaire a été déconnecté de l'élément juste après la première action. Donc c'est le but de ce paramètre. Concernant le capture, nous verrons plus tard comment cela intervient dans la gestion des événements. Donc si je reviens ici, il arrive des fois que nous voulons désactiver le comportement par défaut d'un élément. Donc nous avons vu tout à l'heure que lorsque nous avons notre bouton Input ici, donc si je change de type ici et que je mets Submit, et que je refais le test, je mets test ici par exemple, et que je fais Submit, on voit que cela procède à la soumission du formulaire. Et vu que les données ne sont envoyées nulle part, ça nous ramène encore sur la même page. Mais supposons que nous ne voulons pas ce comportement et que nous souhaitons par exemple nous voulons nous assurer que la valeur saisie par l'utilisateur n'est pas vide avant de faire la soumission. Donc dans le comportement actuel, lorsque j'actualise de nouveau et que je fais Submit, même si le formulaire n'est pas valide, je vois quand même que la soumission se fait. Donc supposons que nous voulons empêcher ce comportement jusqu'à ce que la valeur saisie ici soit une valeur valide. Donc pour pouvoir faire cela, nous allons désactiver le comportement par défaut
du bouton, qui est la soumission dans ce cas. Donc pour réaliser cela, il suffit d'indiquer ici que nous voulons empêcher le comportement par défaut. Donc on utilise l'événement en question et on fait appel à la méthode prevent_default sur l'élément. Donc en procédant comme ça, cela va empêcher la soumission du formulaire par défaut lorsqu'on va cliquer sur ce bouton. Donc je fais save ici, je retourne, j'actualise ma page, on va refaire un test, je saisis un test, je fais submit. On voit que là, on ne quitte plus la page par défaut lorsque je clique dessus la première fois. Donc je refais, j'actualise la page, je remplis un test, je fais submit. Donc cela ne déclenche pas automatiquement la soumission du formulaire. Pareil, si j'enlève tout ça et que j'actualise ma page, j'enlève tout ça et que je fais le submit, on voit qu'on reste toujours sur la page et que l'événement qu'on avait par défaut n'est pas déclenché tout de suite. Donc c'est de cette façon qu'on peut empêcher le déclenchement d'un événement. Donc là, nous pouvons ajouter ici par exemple l'affichage d'un message d'erreur. Donc du coup, on peut dire ici que lorsque notre champ username, lorsqu'on va récupérer sa valeur, donc on va faire un petit trim dessus pour s'assurer que on enlève les espaces. Donc si on va dire par exemple que si cette valeur n'est pas renseignée, donc nous voulons par exemple afficher un message à l'utilisateur pour l'informer de renseigner sa valeur. Donc ce que nous pouvons faire ici, donc nous pouvons utiliser notre paragraphe ici. Donc on va dire que notre paragraphe qui se trouve juste là, que nous allons insérer un test là pour dire à l'utilisateur qu'il doit renseigner le nom ou que le nom est valide. Donc on va juste faire ceci et dire que ce test content. Donc on va dire à l'utilisateur, par exemple là, username is required par exemple. Donc on va tester cela. Donc je retourne dans mon navigateur, j'actualise ma page lorsque je fais la soumission. Donc on a le message qui est affiché à l'utilisateur pour lui dire que la valeur renseignée n'est pas bonne. Donc on peut aller plus loin et lorsque la valeur est renseignée, donc on fait un else ici. On va lui dire dans ce cas, lorsque la valeur est renseignée, donc on va juste faire une clean de notre zone de message d'erreur et faire ceci simplement. Donc et après cela, nous pouvons maintenant autoriser la soumission du formulaire. Donc on va retester. Donc lorsque je fais ceci et que je fais ça, là on voit que le formulaire est soumis. Je peux aller plus loin et faire un return ici, vu que l'action continue après. On fait un return juste pour empêcher le formulaire de fonctionner. Du coup, j'actualise ma page, je saisis un test, je fais submit, on n'a rien. Là, ça part. Donc l'idée, c'est un peu ça. Donc du coup, lorsque nous n'avons pas de valeur saisie, donc on a un message d'erreur qui va s'afficher, mais si la valeur est bien saisie, donc là on aura le message, si aucune valeur n'est renseignée, donc on aura un message d'erreur, sinon on a la soumission du formulaire qui sera faite. Donc concernant l'ajout des événements, c'est quelque chose que nous avons déjà vu dans la vidéo sur la programmation événementielle. Donc ici, j'ai juste oublié d'enlever ceci. J'enlève ça. Je sauvegarde, je retourne, j'actualise, je refais les tests. Je fais la soumission plusieurs fois. Là, le fonctionnement escompté marche. Donc lorsque je fais également ceci et que je soumets, il n'y a rien qui est envoyé. Lorsque je fais ça, c'est bon. Donc du coup, on avait un comportement bizarre avant
juste parce que j'avais mis le event, j'avais mis l'option once à true, ce qui fait que le gestionnaire est tout de suite enlevé, est tout de suite déconnecté de l'écoute de cette action ou de cet événement après sa première exécution. Ce qui fait que lorsqu'on exécute après le code, donc le prevent default ne se passait pas. Donc c'est ce qui explique le fait que tout à l'heure j'avais un comportement bizarre ici. Lorsque je fais ceci et que je soumets, juste après, lorsque je reclique une deuxième fois, on avait un comportement bizarre, le formulaire était... la soumission n'était plus empêchée. Donc il suffit de ramener ceci pour expliquer cela. Donc on voit ici que lorsque je viens la première fois que je renseigne une valeur, que je fais submit, et qu'ensuite je fais submit une seconde fois, le formulaire est soumis. Pourquoi? Parce que ce gestionnaire d'événements a été enlevé ou a été déconnecté de l'élément après le premier clic, vu qu'on a précisé once ici. Donc ce qui fait que tout ce code n'est plus exécuté la deuxième fois. Donc on aura après un premier clic, une exécution normale, ce qui entraîne la soumission du formulaire. Donc c'est ce qui entraînait le petit bug que nous avons tout à l'heure. Donc du coup, je peux refaire ceci et enlever juste ça. Donc on revient dans un cas normal où lorsque je soumets maintenant le formulaire, je n'ai pas le comportement bizarre que j'avais. Et lorsque j'enlève le contenu et que je fais submit, il y a le message d'erreur. Lorsque je fais ça et que je soumets de nouveau, le message d'erreur disparaît. Pour montrer le cas d'utilisation du remove event listener, nous pourrons mettre en place ici un compteur. Supposons que nous voulons ici avoir un petit compteur ici. Et lorsqu'on clique sur ce compteur 3 fois maximum, nous voulons enlever notre gestionnaire d'événements, supprimer notre gestionnaire d'événements du bouton de soumission. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que l'utilisateur va cliquer sur cet élément, ce que nous devons faire, c'est que nous allons incrémenter la valeur de ce compteur. Donc on doit procéder ainsi. Et à chaque fois qu'on procède à l'incrémentation et qu'on finit de faire tout ça, on vérifie de nouveau si l'incrémentation, la valeur de notre compteur, par exemple, est supérieure ou égale à 3. Donc on veut que lorsque l'utilisateur clique maximum 3 fois, qu'on arrête l'écoute. Donc on peut faire ceci. Donc ici nous allons insérer notre code de suppression de l'événement du DOM. Donc le remove, ici on doit l'ajouter là. Donc supposons que nous avons ce code. Donc pour pouvoir faire facilement les choses, nous pouvons déplacer tout ce code dans une fonction nommée. Donc on va créer une autre fonction maintenant ici. Donc je peux dire ici que je peux créer un arrow function. Donc du coup je fais ici const, je mets par exemple handler. Donc je lui donne tout ceci. Donc là en faisant comme ça, je viens de créer une fonction nommée. Donc je peux utiliser maintenant cette fonction ici pour avoir le comportement qu'on avait déjà. Donc regardons là, je vais juste ici afficher les valeurs du compteur pour montrer que l'écoute est bien en place pendant un certain moment. Donc si je retourne dans mon navigateur, que j'actualise ma page, donc lorsque je clique sur ce bouton, on voit qu'il y a l'événement qui est déclenché, mais l'écoute continue. Parce que nous n'avons pas encore mis en place la suppression du event listing qui est en place. Maintenant, supposons maintenant que nous voulons mettre en place là, ici, la suppression du event listing. Donc, il nous suffit de faire maintenant, lorsque le compteur sera supérieur à 3, donc nous pourrons dire ici que nous prenons notre submit et que nous faisons dessus un remove event listing. Donc j'avais dit que la signature de ces deux fonctions sont les mêmes. Donc on peut récupérer juste ce que nous avons ici et le mettre exactement là. Donc ça veut dire que après
3 clics. Au 4e clic, on n'aura plus rien. L'événement sera supprimé de l'écoute du clic de cet élément. Donc du coup, au 4e clic, on n'aura plus rien dans notre console vu que après le 3e clic, l'event listener qui représente ici handler, qui représente cette fonction, sera automatiquement supprimé de l'écoute de l'événement. Donc on va tester cela pour voir ce que ça donne. Donc j'actualise ma page là. Je clique une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et là, l'élément est supprimé l'écoute est supprimée. Donc il fallait plutôt faire ceci. Donc on clique une fois. Oui, parce que j'ai mis la valeur à 0 ici. Donc du coup, je devais faire inférieur à 3 dans ce cas. Parce que le compteur va passer de 0 jusqu'à 3. Donc on reprend, lorsque je reviens là et que j'actualise la page. Donc on voit, je reviens, j'actualise, donc on a une fois, 2 fois. J'ai raté quelque chose ici. La première fois on a 0, donc c'est incrémenté automatiquement. Ok. Ok, donc du coup, ça fait supérieur ou égal à 3. Je reteste. Je fais une fois, 2 fois, 3 fois, et puis là, on voit que le formulaire est soumis parce que le gestionnaire n'est plus là. Donc ça marche maintenant comme escompté. Donc c'est de cette façon qu'on peut utiliser le remove event listener. Donc il suffit de lui passer les mêmes paramètres qu'on avait passés à notre add event listener lors de l'ajout de l'écoute. Nous allons maintenant parler de la notion d'event bubbling ou de propagation en français. Par défaut, lorsque nous avons deux éléments dont l'un est imbriqué dans l'autre, comme nous l'avons ici, nous avons un élément parents à l'intérieur duquel nous avons imbriqué un élément button. Donc dans ce cas, par défaut, lorsqu'un événement se produit au niveau de l'élément enfant, c'est-à-dire lorsqu'on va cliquer sur ce bouton, l'événement est d'abord déclenché au niveau de l'élément enfant avant de se propager vers le parent. Et ceci s'appelle l'event bubbling, c'est-à-dire la propagation de l'événement. L'impact de cela, c'est que lorsque le parent et l'enfant disposent chacun d'un gestionnaire d'événements pour le même événement, c'est-à-dire le clic par exemple, le gestionnaire d'événements de l'enfant sera appelé, puis ensuite le gestionnaire d'événements du parent sera appelé ensuite. Et ainsi de suite jusqu'à arriver à l'élément le plus haut dans la hiérarchie. Donc ça veut dire que si c'est qu'on avait d'autres imbrications ici, l'événement sera propagé lorsqu'il s'agit lorsque les deux éléments écoutent le même événement, donc l'événement sera d'abord dispatché ici, ensuite là, et ainsi de suite jusqu'à l'élément le plus haut dans la hiérarchie ou dans la structure arborescente. Donc pour démontrer ce comportement, donc nous avons ici une page avec un élément, un bouton qui est imbriqué dans un parent. Et nous avons un output ici qui va nous permettre d'afficher certains éléments selon le clic sur le bouton ou sur le parent. Donc si nous regardons le fichier JavaScript qui est lié à la page en question, donc on procède dans un premier temps à la récupération de ces éléments. Et nous ajoutons ensuite des événements sur le parent et sur le bouton. Donc l'idée ici, c'est que lorsqu'on va cliquer sur le parent, on va afficher parent click sur la page. Et lorsque nous cliquons sur le bouton, on va afficher child click sur la page en question. Donc l'impact de cela, comme nous l'avons vu, c'est que lorsque nous avons des éléments qui sont imbriqués de cette façon, et que nous avons ces deux éléments qui écoutent le même événement, donc l'événement sera d'abord déclenché ici, avant d'arriver au parent, et sera ensuite dispatché vers le parent, ainsi de suite, jusqu'à monter vers le dernier élément ou vers le document. Donc si nous revenons sur la page en question de test, la page se présente comme suit. Donc si j'actualise cette page et que je fais un clic sur le bouton ici, donc ce qu'on remarque ici, c'est que d'abord, l'événement est déclenché au niveau de l'enfant, c'est-à-dire le child, avant d'arriver au niveau du parent. Et ça, c'est l'effet du event bubbling. Donc on voit par contre que lorsque je clique directement sur le parent, donc l'événement est déclenché seulement au niveau du parent. Parce que le parent est
Le parent couvre le bouton, donc du coup, il détecte l'événement en question. Donc l'événement va continuer par se propager. Si c'est qu'on avait un autre grand-parent, l'événement allait se propager ainsi de suite jusqu'au dernier élément. Donc je reprends encore une fois, lorsque je clique sur le bouton, l'événement est déclenché d'abord au niveau de l'enfant et se propage ensuite vers le parent, ainsi de suite, jusqu'à monter dans la hiérarchie. Donc si je fais ça, ce qui explique que le event handler ou le event listing que nous avons au niveau de l'enfant est déclenché en premier, ce qui affiche ça avant de procéder au déclenchement du event handler ou du event listing du parent. Il faut noter que cela présente des avantages pour le développeur, c'est-à-dire que nous pouvons ajouter un seul gestionnaire d'événements au niveau d'un parent pour écouter les événements d'un type donné provenant de ses enfants et de ses petits-enfants, au lieu d'avoir ajouté tout un gestionnaire partout sur notre page comme nous l'avons ici. Donc ici, le code que nous avons là, nous pouvons le simplifier et réaliser les traitements directement au niveau de l'élément parent. Donc ça veut dire qu'on aurait pu faire ceci. Donc on peut mettre en commentaire ce code par exemple et réaliser des vérifications ici pour savoir si l'événement en question a été émis au niveau de l'enfant ou du parent. Donc pour réaliser cela, on passe on doit écouter maintenant l'événement en question et utiliser le target pour décider si nous sommes au niveau de l'enfant ou du parent. Donc je peux faire ceci et dire maintenant que je vérifie sur l'événement. Il y a une propriété qui s'appelle target qui permet de savoir sur quel élément exactement nous avons cliqué. Donc dans un premier temps, ce que nous pouvons faire ici, nous pouvons juste afficher le target et voir la différence entre lorsqu'on clique sur l'enfant et lorsqu'on clique sur le parent. Donc je mets target ici, on va voir ce que ça donne. Donc je retourne dans ma console, j'actualise, je clique sur l'enfant. Donc on voit que notre target, c'est le bouton. Mais lorsque je clique sur le parent, le target maintenant c'est le parent. Donc ce que nous pouvons faire ici, c'est que nous pouvons simplement écrire le code de cette façon. Nous pouvons dire si le target.id correspond à l'ID du parent. Donc du coup, il s'agit de parents. Donc là, nous allons dire que nous sommes au niveau du parent. Donc on va faire ceci. Et si cela correspond à l'enfant, on va dire que nous sommes au niveau de l'enfant. Donc on peut faire ceci. Et lorsque ça correspond à l'ID de l'enfant, donc ça représente le bouton. Donc il s'agit de cet élément. Donc on va dire que nous sommes au niveau du child. Donc on peut tester cela pour voir ce que ça donne. Je peux supprimer ça, le mettre en commentaire. J'actualise la page, je clique là. Donc on voit que nous avons child click qui est affiché. Lorsque je clique là, on voit que c'est parents click qui est affiché. Donc cela nous permet dans ce cas de gérer les événements au niveau directement d'un grand-parent ou d'un parent plus haut dans la hiérarchie, au lieu d'avoir à ajouter le clic un peu partout sur notre page sur plusieurs éléments comme nous l'avons fait précédemment. Donc c'est l'un des avantages de l'utilisation de cette façon de faire. Et c'est le comportement que nous avons par défaut lorsqu'on ajoute un événement, un écouteur d'événements sur un élément donné dans le DOM. Donc l'événement est d'abord déclenché au niveau des enfants, puis propagé au niveau de ses parents. Donc la technique que nous venons de décrire, à savoir le fait d'écouter l'événement au niveau d'un parent et de vérifier le target pour savoir quel élément exactement sur lequel nous avons cliqué. Cette technique s'appelle l'event delegation, c'est-à-dire la délégation d'événements. Donc on met tout le gestionnaire au niveau d'un seul parent et on vérifie ensuite la target pour voir quel élément exactement a reçu l'event.
Il faut noter que malgré que ceci est le comportement par défaut et présente ses avantages, l'event bumbling peut également causer des comportements un peu bizarres ou des comportements non souhaités dans certains cas. Supposons par exemple que nous ramenons le code que nous avons initialement, donc je vais juste enlever tout ça. Donc le code initial c'était ceci. J'enlève également ça. Donc j'actualise ma page. Donc lorsqu'on clique sur le bouton ici, l'événement sera déclenché d'abord au niveau du bouton, puis ensuite au niveau du parent, vu que ces deux éléments écoutent tous le même événement qui est le clic ici. Maintenant, supposons que le comportement souhaité, c'est que lorsqu'on va cliquer sur le parent, nous voulons mettre la couleur du fond du parent en vert, et lorsqu'on va cliquer sur l'enfant, nous voulons modifier la bordure du parent pour que ça soit des pointillés. Donc avec le event bubbling, on peut avoir un comportement un peu bizarre ici, c'est-à-dire que lorsqu'on va faire ceci, cliquer sur ce bouton, le comportement attendu, c'est que seulement cette partie du code soit déclenchée. C'est-à-dire que le clic soit affiché, puis la bordure de notre parent, c'est-à-dire l'élément qui couvre le bouton ici, passe en dotted. Mais on n'aura pas ce comportement lorsqu'on va cliquer sur l'élément ici. Donc regardons, lorsque je fais ceci, on voit que la bordure de l'élément parent, ou le contenu plutôt de l'élément parent, sa couleur de fond change également pour passer au vert. Alors que ce n'est pas le comportement souhaité. Notre comportement souhaité, c'est que le fond du parent change seulement lorsqu'on clique explicitement sur le parent, et lorsqu'on clique sur l'enfant, que ça change juste la bordure du parent. Mais vu que nous sommes dans le comportement par défaut qui est l'event bubbling, cela entraîne le déclenchement de ces deux event handlers. Donc nous pouvons empêcher cela. Et pour empêcher cela, on utilise la méthode stop propagation au niveau de l'élément enfant, au niveau de son listening. Donc ici, pour empêcher que lorsque l'utilisateur clique ici, que ça déclenche également la propagation continue jusqu'au parent, on peut simplement désactiver ce comportement au niveau de l'événement en question. Donc ici, on va récupérer l'événement. Donc on va faire ceci. Donc on va dire d'arrêter la propagation de l'événement. Cela veut dire que dès que l'événement est traité ici, sa propagation est automatiquement arrêtée. Donc on peut même le mettre ici directement. Donc on va retester pour voir ce que ça donne. Donc là, j'actualise ma page, je clique sur l'élément. On voit que là, c'est seulement l'enfant qui reçoit le clic. Donc le parent ne reçoit plus l'événement de clic parce que nous avons dit explicitement ici qu'on arrête la propagation après avoir cliqué sur l'élément. Donc ici, je pense que le CSS n'est pas bien appliqué. C'est à cause de ça qu'on n'a pas le comportement escompté. Donc je peux mettre ici, je vais mettre 2 pixels, dotted, je peux mettre du red par exemple juste pour voir ce que ça donne. J'enregistre, je retourne là, je refais le test. Ok, j'ai pas le CSS qui est appliqué, mais de toute façon, je regarde là. Le parent, ok. 2 pixels, dotted, red. Ok, supposons que je vais regarder là. Là, c'est une erreur ou un bug de CSS. Ok, ou au pire, je teste ça pour voir, peut-être parce que ça a été explicitement indiqué ici. C'est que ça ne marche pas. Ok. Donc du coup, le comportement escompté, c'est un peu quelque chose comme ça.
Donc du coup, là, on voit que, vu que nous avons désactivé explicitement la propagation d'événements, tout se passe maintenant bien. Donc l'événement n'est pas propagé vers le parent. Donc c'est de cette façon qu'on peut arrêter la propagation d'un événement qui est le comportement par défaut, lorsqu'on ajoute un event listing sur un élément. Nous venons de parler de la propagation d'événements, c'est-à-dire que l'événement est déclenché au niveau de l'enfant avant d'être propagé au niveau de son parent. Mais il faut noter qu'il existe une notion contraire à cela qui est appelée l'event capture ou la capture en français, qui est l'opposé de la propagation. C'est-à-dire que pour un événement donné, si nous avons des éléments qui sont imbriqués comme ça et que nous cliquons sur un élément qui est un enfant ici, l'événement sera d'abord déclenché au niveau du parent avant de se propager vers l'enfant. Donc c'est le contraire de la propagation qui est de l'enfant vers le parent. Donc du coup, dans ce cas, pour tester cela, ou si nous revenons à la signature du add event listener, c'est ce qui représente le capture que nous avons ici. Donc par défaut, le fonctionnement, c'est que le capture est à false, c'est-à-dire que pour un événement donné, lorsque nous avons des éléments imbriqués, l'événement est déclenché au niveau de l'enfant avant de se propager au niveau du parent. Et si nous voulons avoir le fait contraire, c'est-à-dire déclencher l'événement au niveau du parent avant que ça ne se propage vers l'enfant, donc il suffit de mettre le paramètre capture à true ici. Donc nous allons tester cela pour voir à quoi cela ressemble dans la pratique. Donc ici, je reviens sur mon code. Donc je peux enlever mon stop propagation ici. Donc on revient au code initial qui produisait des bugs, c'est-à-dire que lorsque je vais cliquer là, ça va ajouter les deux éléments alors que ce n'était pas le cas, c'est-à-dire c'est pas le comportement attendu quoi. Donc du coup si je refais ça et que je clique là, ça c'est le comportement par défaut, donc enfant ensuite parent, donc de l'enfant vers le parent. Donc nous allons indiquer maintenant ici que lorsque nous cliquons sur l'élément, nous voulons utiliser la capture. Donc je vais préciser ici que je veux une capture. Donc je mets la capture à true. Donc on va voir que maintenant, les événements vont se propager au niveau de l'enfant et du parent avant de venir sur l'enfant. Donc on va voir ce que ça donne ici. J'actualise ma page, je clique sur l'élément. Donc on me dit là que j'ai l'enfant qui a été cliqué, puis le parent. Donc je modifie également ici la capture, je réessaie. Donc lorsqu'on clique là, on voit que le parent récupère l'information avant l'enfant. Donc du coup, c'est ici plutôt qu'il fallait faire le capture true, vu que c'est le parent. Donc c'est le parent qui doit décider il capture l'événement avant de le passer à l'enfant. Donc c'est au niveau du parent qu'on précise ce paramètre. Donc je réactualise. Je clique sur l'élément, donc on voit ici que maintenant, même si je clique sur le bouton ici, c'est le parent qui récupère d'abord l'événement avant de le passer à l'enfant. Donc c'est la différence entre la capture et la propagation. Donc pour résumer encore une fois, la propagation se passe de l'enfant vers le parent et c'est le comportement par défaut lorsqu'on ajoute un event listener sur un élément. Et l'effet contraire, c'est la capture qui consiste à capturer l'événement au niveau du parent avant de le passer à l'enfant. Donc le mode de propagation choisi détermine l'ordre dans lequel les éléments reçoivent l'événement. Donc avec les notions que nous venons de voir, il suffit pour un élément donné sur notre page de connaître le nom de l'événement spécifique que nous souhaitons gérer pour le traiter. Dans la prochaine vidéo de cette série, nous verrons donc quelques événements que nous rencontrons fréquemment dans notre quotidien. Nous passerons donc en revue quelques événements déclenchés au niveau des formulaires. Et voilà pour ce que j'avais à partager avec vous pour cette première partie de la vidéo sur les événements. J'espère que vous avez appris quelque chose à travers cette vidéo. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à la liker. Et si vous souhaitez revoir d'autres vidéos comme celle-ci sur des sujets en rapport avec le développement web et que vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, alors n'hésitez pas à souscrire à la chaîne et à activer la notification. Je vous donne rendez-vous chaque jeudi pour de nouvelles vidéos.